Eh bien, bonjour Shannon, ravi de t'accueillir dans ce podcast des magiciens de la vente. Eh bien, Shannon, dis-nous déjà qui es-tu? Merci de me recevoir, Jean-Pascal. Alors moi, je suis sales coach ex-HubSpot. J'y ai passé 3 ans et je me définis un peu comme un pur produit de la vente. J'ai fait de la vente depuis que j'ai 15 ans. J'ai commencé sur les marchés. J'ai fait du porte-à-porte pour le secteur du bâtiment. Très bonne école. Très, très bonne école. Et j'ai surtout fait un bac pro-vente. Donc en fait, je savais déjà que je voulais être commerciale. Ok. Donc, bac pro-vente, BTS négociation et relations clients. Et après, je suis allée en école de commerce. Un peu de marketing. Et au final, je me suis dit, non, la vente, c'est vraiment ce qu'il me faut. Bon, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce métier, justement, alors? Alors, il y a 2 choses que j'aime. La première, c'est j'adore comprendre les gens, les analyser. Donc, il y a un aspect quand même qui est très psychologique dans la vente. Et la deuxième chose, c'est le fait de pouvoir mesurer tes résultats. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Pardon. J'en prends. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frustrée en marketing, tu vois, par exemple, de ne pas pouvoir mesurer tes résultats. En fait, tu vois, tu mets en place des actions, c'est génial. Tu peux, mais à plus long terme, mais c'est sur plus long l'impact terme de la marque, etc. Mais oui. C'est ça. Et puis surtout que c'est pas tangible, en fait. Tu vois, une vidéo, elle a généré du lead, mais comment t'es sûr que en fait, c'est ça qui l'a généré, c'est pas le commercial, etc. Et la relation avec le client me manquait quand j'ai fait du marketing. Et je me suis dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est parler aux gens. C'est les comprendre leur vraie motivation, leurs intérêts profonds, et essayer d'y apporter une solution. Bien, alors tu disais que tu étais commercial, tu as été top commercial, notamment chez HubSpot et dans d'autres entreprises. Et depuis un certain temps, ça fait quoi, un an et demi que tu as monté ton cabinet de coaching ou Même pas, alors franchement, ça fait pas si longtemps que ça. Attends. Ça fait, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux en août dernier. Donc, tu vois, ça a pris assez vite. Je pense que j'ai eu de la chance, peut-être que les sujets étaient intéressants. En tout cas, j'ai essayé de prendre les sujets comme moi, j'aurais aimé qu'on me les explique quand j'étais commerciale. Donc, je pense que ça a parlé à plein de monde. Donc, déjà, j'étais rassurée. Je me suis dit, OK, bon, ma passion est peut-être partagée par d'autres personnes. Et la suite de ta question. Oui, du coup, tu as monté ton cabinet d'accompagnement il y a peu de temps. Oui, j'ai monté ça. Qu'est-ce qui t'a fait passer dans l'entrepreneuriat, en fait? En fait, je me disais, j'avais pas de risque. Tu vois, en fait, déjà, j'ai 28 ans. Donc, je suis assez jeune. J'ai pas d'enfant. Donc voilà, au pire, si je perds mon job, j'en retrouve un autre, c'est pas très grave. J'avais de la chance d'être chez HubSpot depuis plus de 3 ans, d'être un peu, j'aime pas trop dire ce terme, mais dans ma zone de confort, dans le sens où je performais, j'avais compris le job, je savais ce qu'il fallait faire, et j'avais envie de me challenger, j'adore me challenger, et les réseaux sociaux étaient déjà un challenge, et puis j'ai voulu saisir une opportunité qui s'est présentée à moi, avec des gens qui m'ont demandé de plus en plus en fait du coaching, et du coup je me suis dit, pars d'HubSpot. Parce qu'en fait, au bout de 3 ans, souvent, les top performers vont dans une autre boîte. Ils vont se rechallenger. C'est des cycles. Donc, c'était de me dire, OK, tu as 2 choix. Soit tu vas dans une autre grosse boîte et tu vas chercher encore du plus gros deal et du plus gros complexe, etc. Sans que je fais déjà du bien complexe chez HubSpot. Ou évoluer sur un poste de manager, ça t'intéressait pas? Non. Okay. Moi, manager, ça m'a jamais vraiment intéressé. J'adore la terminologie du coach parce que c'est vraiment, je fais avec toi, je te prends sur une durée indéterminée et je t'emmène d'un point A à un point B. Manager, je trouve que c'est un métier où j'avais peut-être pas les compétences. Il y a une dimension coaching dans le manager. Il y a une dimension coaching, mais au final, tu vois, les managers, quand je regarde, moi, mon manager, il me coachait super bien. Mais ça lui demandait tellement de temps. Et justement, tu vois, j'avais cette frustration, moi, quand j'étais chez HubSpot, pour avoir eu 2 top managers, de me dire, j'aimerais trop qu'ils me coachent plus. Mais en fait, quand tu as 8 personnes à gérer, que tu dois faire des forecasts, tu vois, des prévisions, des réunions, que tu dois gérer les trucs d'équipe, que tu dois être sur les deals importants, en fait, tu n'as pas le temps de coacher. Et en fait, je l'avais déjà vécu avec le marketing et je pense que c'était une belle leçon que de me dire, ne fais pas quelque chose où tu ne te sens pas 100% épanoui. Et je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup. Donc, je me suis dit, au pire, tu perds quoi, t'apprends. C'est vrai. Et du coup, tu me parlais des réseaux sociaux. Tu t'es lancé sur les réseaux sociaux pendant que tu étais en entreprise? Oui. D'accord, ok. Et alors, c'est intéressant. Est-ce que pour toi, un commercial aujourd'hui doit se lancer sur les réseaux sociaux, doit faire des vidéos, doit travailler son personal branding? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis sur le sujet? Moi, je pense que ça dépend comment est-ce que tu prends le truc. En fait, si tu prends les réseaux sociaux pour te dire je vais me lancer sur les réseaux sociaux pour avoir plein de likes et plein de gens qui m'aiment et flatter ton ego, bon, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée de le faire comme ça parce que tu risques d'être déçu. Parce que déjà, tu contrôles pas les algorithmes. Moi, je l'ai fait en me disant, si ça marche, j'aurais développé une nouvelle compétence que je pourrais rajouter à mon arc, c'est le développement du personal branding qui reste un outil d'acquisition quand même. Oui. C'était quoi ton objectif premier quand tu t'es dit je vais faire des vidéos? En fait, la première fois, c'était même pas tant la vente. En fait, à la base, moi, je me suis juste dit, tu vois, j'ai une petite sœur qui n'a pas du tout eu le même parcours que moi.
Et je me suis dit, en fait, personne ne sait, moi qui viens d'un parcours d'une famille très pauvre, que en fait, tu peux gagner des salaires à 6 chiffres en étant commercial, parce que l'avantage, c'est que c'est toi qui fais ton salaire. C'est vrai. Donc je me suis dit, en fait, moi j'en ai marre de voir les jeunes un peu être déprimés, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle génération qui, tu vois, a plein d'infos. Il y a plus d'incertitudes dans le monde, tu vois, le réchauffement climatique, voilà, il y a des sujets qui les tracassent. Et je me suis dit, moi c'est mon rôle qu'étant entre, tu vois, les deux générations, parce que je suis quand même le début de la Gen Z, mais je me sens un peu plus millennials, que d'expliquer un peu mon métier. Et donc au début, j'ai juste parlé de mon métier, parlé de la tech. Dire là, c'est un secteur qui recrute, les salaires sont très bons, donc venez, formez-vous à des métiers, arrêtez de rester dans votre zone de confort, faire du marketing, de la communication. C'est un secteur qui est bouché. Donc voilà, leur dire sortez du secteur un peu sexy, commercial, c'est pas ça, d'accord ? C'est pas aller taper à des portes toute la journée. Il y a plein d'autres formes de faire du commercial aujourd'hui. Et j'avais envie de féminiser un petit peu le secteur. Donc au début, je voulais parler juste de sales dans la tech. Donc tu voulais évangéliser un peu. Ouais, je voulais évangéliser. Je me suis dit, je vais en parler. Et passion. puis, tu vois, moi, je parlais beaucoup avec des étudiants qui me disaient, ah oui, comment je peux être pris dans telle entreprise. Et au final, tu vois, ça leur a plu. Et j'ai même eu une étudiante qui m'a fait livrer... Les joies du direct. T'inquiète, on peut couper au montage, c'est ça l'avantage. Je coupe le téléphone. Oui, excuse-moi. Donc tu disais... J'avais donc une de mes abonnées étudiantes avec qui je parlais, donc c'était tout au début, qui m'avait fait livrer des fleurs chez HubSpot parce que je l'avais aidée à être prise chez Skello, tu vois. Donc au début, en fait, j'aidais juste les étudiants à trouver des jobs dans la tech en leur disant, tu veux faire quoi ? Ok, en fonction de ce que t'aimes, moi, ce que je te recommande, c'est si t'as déjà fait tel secteur d'activité, va chercher une boîte tech qui vend à ce secteur. Parce que ce qui est bien, c'est que du coup, tu connais le client. Donc tu vas arriver avec un avantage concurrentiel en entretien. Et donc, je l'ai coaché un petit peu sur des entretiens en vocal, par message. Et en fait, j'ai vu qu'ils aimaient bien. Et donc là, je me suis dit, ok, est-ce que tu veux coacher des étudiants à rejoindre des boîtes ? Je me suis dit, mais non, c'est pas ma zone de génie, tu vois. Je simplifie des concepts, en fait. C'est ça que j'arrive à bien faire. Et je me suis dit, simplifie la vente, en fait. Parce qu'il y en a plein qui te disent, mais je comprends rien. Et donc, c'est ce que tu as voulu faire en vidéo, du coup. Et donc, je me suis dit, ok, fais-le en vidéo et puis vois où ça mène, tu vois. Ok. Moi, je me suis dit, au mieux, ça augmente mon personal branding chez HubSpot. Donc... D'accord. Mais est-ce que c'est ça, du coup ? Est-ce que c'est ta montée sur les réseaux sociaux ? Parce que c'est là où je t'ai découvert et où j'ai trouvé que effectivement tes vidéos étaient pertinentes et apportaient vraiment des choses concrètes. Mais est-ce que c'est la réussite de ces vidéos qui t'ont fait dire, tiens, allez, je me lance ? Parce que ça t'a aidé. Ça t'a aidé. Bien sûr, mais c'est ça qui m'a lancé, clairement. En fait, ça m'a généré plein d'opportunités différentes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu la Paris Creators Week en décembre. Et le fait de faire des vidéos, j'avais pas encore 10 000 abonnés. Tu vois, tous les créateurs qui devaient y aller devaient normalement avoir 10 000 abonnés. Et c'était au début de l'événement, tu vois. Donc moi, je me dis, ok, tu veux y aller à cet événement. Tu sais que ça peut t'aider à développer un peu plus tes compétences, à te faire un réseau aussi. Et donc, en fait, j'ai collé Pierre Alary, qui est qui est devenu un ami en fait au final, qui était un des créateurs de la Paris Creators Week, en lui disant, écoute Pierre, j'ai pas les 10 000 abonnés, mais j'ai envie de venir. Et moi, je suis prête à faire une vidéo totale sur l'event. Par contre, il faut que tu me laisses acheter ma place. C'est-à-dire, tu vois, j'arrivais pas en disant j'ai besoin de quelque chose, toi, juste laisse-moi acheter ma place. C'est-à-dire, je te donne de l'argent, je te demande si je peux te donner de l'argent. S'il vous plaît. Et il m'a dit, carrément. Et en fait, il a bien aimé. Il en a parlé à Marc Jocaris, du coup. À qui j'avais déjà envoyé un message, on s'était vu et en fait il m'a dit mais c'est marrant, il y a personne qui parle de vente en fait dans ton secteur, donc tu vois, ça intrigue. L'avantage aussi de sortir un peu des sentiers battus, tu vois, de créer quelque chose de différent, fait que du coup ça intrigue un peu plus et donc t'ouvres plein d'opportunités. Et en fait j'ai discuté avec des entrepreneurs, plein de gens, et je me dis mais en fait j'aime trop ça. J'aime ça créer. T'as trouvé ta voie. Projet. Ouais, je pense que j'ai trouvé ma voie. Et puis, de toute façon, si ça marche pas, j'adore le sales. Donc, au pire, je retournerai vendre. Alors, justement, tu disais que tu faisais partie des top performeuses chez HubSpot et dans les précédentes entreprises. Mais qu'est-ce qui, d'après toi, c'est quoi les 3 trucs, parce que j'aime bien qu'il y ait des choses concrètes dans ce podcast, qui font que tu as été meilleur que les autres ? Justement, j'en ai fait un concept. On en parlera après. C'est ça. J'ai créé un concept là-dessus. Mais moi, ce qui m'a aidé, je pense que c'est plusieurs choses. La première, c'est que je suis une grande compétitrice dans l'âme. Et donc, quand j'arrive, mon but, c'est identifier la personne qui performe le plus dans la boîte et devenir son copier-coller. Ah, copier-coller. Okay. Non, je veux devenir son copier-coller. Après, je lui passerai devant. Mais d'abord, je veux le recopier. Parce que ça veut dire que ce qu'il fait, ça marche. Donc, je vais m'asseoir à côté de lui. C'est le principe du benchmark, c'est de se dire de toute façon, il y a des choses qui fonctionnent déjà, pourquoi faire compliqué ? En fait, je veux tout analyser. Moi, je veux tout comprendre. C'est-à-dire que je vais m'asseoir à côté de cette personne et je ne vais pas le lâcher. Je vais être son ombre. Je vais écouter le moindre mot qu'il utilise, la tonalité, la posture, à quelle heure est-ce qu'il vient, à quelle heure est-ce qu'il part. Je vais lui poser plein de questions. Je vais m'intéresser foncièrement à la personne, à la fois à son être, mais à sa manière de faire. Et je vais juste recopier. Et une fois que je suis à l'aise, là, j'y mets ma patte.
Donc ça, c'est déjà un bon truc pour les commerciaux qui nous regardent et qui nous écoutent. Bien sûr. C'est de se dire, bah, tiens, déjà, je vais prendre qui est la personne qui vend le mieux aujourd'hui dans mon entreprise ou même peut-être même ailleurs. Et puis, bah, déjà, si je suis capable de comprendre le processus et de le dupliquer, c'est déjà pas mal. Après, il y a la personnalité qui joue, mais il y a déjà effectivement des fondamentaux. Bien sûr. Okay. Après, moi, mon but, c'était pas de... C'est ce que je disais, je recopie je mets ma patte après, je mets ma personnalité après. Et tant mieux, parce que ça me permet de corriger. C'est ça aussi qui rend l'échange agréable avec la personne qu'on a en face de nous, parce qu'on n'est pas des robots, on est sur un échange humain quand on vend. Mais pour moi, c'était vraiment ça. Il y avait ça. Et la deuxième chose, c'était il faut que je connaisse mon produit encore mieux que la personne qui l'a créé. Ok. Pour moi, ça, c'était super important. Il faut que je connaisse mon produit. HubSpot, c'est un produit qui est super compliqué. Oui. Et même Skello. Ouais. Et en fait, moi, il faut que je comprenne non pas juste les fonctionnalités du produit, on s'en fiche, mais qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça fait, quel est l'avantage. Et en fait, mon but, c'était chaque fonctionnalité, je trouvais un avantage, un problème qui résolvait et je faisais toujours le lien. Et comment tu as fait pour ça ? Tout le temps. Je passais des heures sur le produit. Ok. En fait, j'écoutais tout le monde parler d'une fonctionnalité. Voilà, c'est ça. Moi, je réécoute, j'entends tout. J'ai de la chance parce que j'ai une excellente mémoire, donc en général, quand on me dit un truc, je l'oublie rarement. Enfin, là, en ce moment, je me rends compte avec l'entrepreneuriat que finalement, je pense à beaucoup de choses. Je pense à beaucoup de choses quand même. Mais quand je suis focus sur quelque chose et que je dis à mon cerveau, c'est super important, ne l'oublie jamais, je l'oublie jamais. Très bien. Donc, pour le coup, ça, c'est ce qui m'a aidé. Donc, tes deux conseils, c'est déjà prendre ce qui fonctionne. Bon. Recopie ce qui marche. Et puis, deuxièmement, déjà, bien connaître son offre, bien connaître son produit, bien connaître son service, pour pouvoir après choisir les bons critères pour ton client, en fait. C'est ça. Et surtout, à quoi est-ce que ça répond, en fait ? Quels sont leurs enjeux ? Le fameux bénéfice. Moi, j'écoute beaucoup, tu vois, je pose beaucoup la question et je l'ai beaucoup fait avec mes prospects, c'est comment vous vous projetez dans l'utilisation de cette fonctionnalité demain, dans votre quotidien ? Et il disait, ça nous aiderait à faire ci, à faire ça. Ah oui, pourquoi ? Ah oui, d'accord. Et c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? En fait, je creusais jusqu'à ce que j'obtenais un... Non, mais en fait, c'est révolutionnaire. Ça va nous changer la vie parce qu'en fait, je suis en train de penser à Michel qui, lui, perd 3 heures. Ah, OK. Et en fait, là, je récupère de l'info. Plein d'infos. Donc, question rebond, question miroir, c'est-à-dire, mais encore, qu'entendez-vous par qu'est-ce qui est important pour vous ? C'est ça. Moi, c'est vraiment, demain, je vous donne l'outil, comment vous vous projetez ? Okay. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment... J'arrive et je demande au client à quel point est-ce que ça peut avoir un intérêt. C'est pas juste c'est bien cette fonctionnalité et je passe à la suivante. Ou je dis un argument. Ah oui, c'est bien. C'est-à-dire, comment vous voyez utiliser ça demain ? Quand vous me dites c'est bien, ça veut dire quoi en fait ? C'est ça. Okay. Moi, une question que j'aime bien aussi poser dans la découverte, c'est de dire tiens, OK, voilà, on imagine que vous devenez client demain. On fait un point dans 6 mois. Qu'est-ce qui vous fera dire que vous êtes content d'être client chez nous, en fait ? Et là, tu projettes le client en disant déjà, tu projettes dans ta solution, tu vois déjà sa réaction. Et puis après, il va te dire les choses qui sont importantes pour lui. Et après, il suffit juste de lui dire tiens, ce que je te propose, ça répond à ce que tu m'as dit juste avant. Et je dis souvent que la vente, c'est un travail de perroquet intelligent. C'est ça. Je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule. Et puis après, je dis voilà, ma solution répond. Comment elle répond à ce que tu cherches et ce que tu attends ? Exactement. Là, j'utilise beaucoup. Alors, c'est une analogie qu'on m'avait donnée pour le porte-à-porte, parce que c'est vrai que c'est tellement dur que je pense que les analogies sont assez hardcore. Ouais. Nous, c'était t'es une mitraillette, en fait. Okay. Et à chaque fois que ton prospect te donne un mot, c'est une balle. Plus ou moins qui vise bien. Ouais, c'est ça. Ton but, après, c'est de ressortir ces balles-là et de tirer au bon endroit jusqu'à un KO. OK. Bon, c'est hardcore. Ouais, c'est un peu violent. Oui, j'aime pas trop ce terme-là. Ça fait un peu vente one shot. Enfin, c'est exactement, ça, c'est la vente porte-à-porte, ça fait un peu vente one shot. Voilà. Après, porte-à-porte dans la vente du bâtiment, pour vendre du référencement sur Internet, c'était le mec, il est là, tu lui vends. Je peux te dire qu'il va pas te rappeler, c'est fini. T'as one shot et tu signes, quoi. Après, c'est très formateur. L'image est claire. L'image est claire, ça dépend des secteurs. Mais d'où l'importance, je pense, pour un commercial de faire vraiment des secteurs d'activité différents. Tu vois, faire du one-shot, c'est bien. Faire beaucoup de la vente complexe. De la vente complexe. Okay. Voilà, c'est ce qui permet de savoir s'adapter aussi. Moi, c'est ce qui m'aide en coaching. Quand j'ai des clients qui font du one-shot, tu vois, par exemple, j'ai des clients qui font des panneaux solaires. Pour eux, c'est one-shot. Ils vont voir le client. On les installe, on les installe pas. Tu vois. Là, c'est de leur dire, OK, quels sont les éléments qui font qu'à la fin, ils se disent oui, j'ai envie d'acheter. Quel est l'émotionnel qui va lui faire dire non, mais vous savez quoi, vous avez raison, on signe ensemble. Top. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de... là, on parle de réussite, de top performeuse, etc. Maintenant, c'est quoi ? Est-ce que tu te souviens de ton plus gros échec et qu'est-ce que tu en as appris ? Ouais, bien sûr. J'en ai eu plein. Mais vraiment, le truc qui t'a vraiment marqué et surtout, ça a été quoi l'enseignement ? Ça t'a servi à quoi, en fait ? Tu disais tout à l'heure, on apprend toujours. En fait, c'est marrant parce que la mémoire a tendance un peu à oublier, tu vois. Donc là, ce qui va me venir en tête n'est peut-être pas forcément le truc où peut-être je vais sortir de ce truc, je me dis il y avait ce truc-là, au fait. Donc s'il y en a un qui me vient... Le premier, qui te vient à l'esprit, c'est pas grave, même si c'est pas le plus important.
Non, c'est pas le plus... En fait, c'est les plus récents qui me viennent en tête. Ok, vas-y. Tu vois, c'est toujours les plus récents. Parce que même avec l'expérience, comme quoi t'en fais. Oui. Moi, un de mes plus grands échecs, c'était un deal que j'avais chez HubSpot, que je trouve qui était un peu un échec. Où je pense que, tu vois, t'as toujours la manière dont tu titilles un peu l'ego de ton prospect en face. Et je pense que... je dirais pas que je suis allée un peu loin, mais je pense que j'aurais pu faire autrement. Et que c'était mieux. Parce que ça l'a braqué. Et ça arrive, concrètement, c'était quoi? Tu lui as dit quoi? Justement, c'est ça. On y va, ce que j'ai dit. T'inquiète, je mets un petit peu le suspense dans le gossip. Un teaser. Ça crée de l'envie de rester. Hein. Plus longtemps il reste, plus on augmente l'algorithme. En fait, le prospect me dit écoute, oui, je suis sûr, on veut partir, tout ça. Et puis à la fin, il m'explique qu'en fait, ils ont des gros problèmes au niveau du financement parce qu'ils ont eu un logiciel qui a cassé. Et en fait, le logiciel qui a cassé, c'est le truc qui fait tu vois, toute leur logistique, ultra impactant dans la boîte. Sans trop rentrer dans le détail, parce que j'essaye de pas qu'ils se reconnaissent quand même. Non. Et en fait, il me dit ça. Et moi, je lui dis ouais, mais en fait... tu tiens pas trop ta parole parce qu'en fait ça fait 3 fois que tu me relances, 3 fois que tu me demandes une offre, moi ça fait 3 fois que je reviens sur la même offre et en fait moi je passe pour une imbécile auprès de ma direction parce que je reviens sur une offre alors que je t'avais dit qu'elle était pas possible. Et en fait il s'est un peu braqué, je pense que j'aurais pu le dire autrement, je pense aussi, en fait j'étais sur le départ donc je pense que j'étais aussi un peu en mode bon c'est mon dernier deal, tu veux pas signer, voilà. D'où l'importance de la gestion des émotions soi-même hein. Ouais. Donc l'enjeu était un peu détaché mais j'étais un peu c'est mon dernier deal de l'année, bon. vas-y c'est mon signe quoi, s'il te plaît, c'est bon. C'était le all-in au poker. C'était le all-in, tu vois, c'était où ça passe et je finis en... Pas Rockstar, c'était... je pétais les scores et au final, j'ai fini. Bon, Rockstar, mais pas péter les scores, donc j'étais un peu déçue. Il m'a dit, non mais en fait, je crois que t'as pas compris. Tu me refais pas l'offre quand on revient. Toi ou un autre, j'en ai rien à faire. Je ne signerai jamais avec vous. Et j'aime pas du tout le fait que tu me menaces comme ça un peu. Ah oui, d'accord. Et en fait, je l'ai un peu... forcément, je l'ai pris un peu personnellement et je me suis dit... Toujours. Là, j'ai pas bien joué, tu vois. Là, j'étais peut-être un peu trop loin, je pense. Et le fait d'être parfois trop détaché de l'enjeu, c'est là où je me suis dit, ouais, en fait... Après, oui, j'étais prête à le perdre, c'est vrai. Mais comme dans toute négo, si t'es prête à le perdre, tu joues all-in. Bien sûr, ouais. Tu joues au poker, tu le perds. Et je pense que c'était un de mes plus gros échecs, enfin, en tout cas, celui qui m'est venu le plus rapidement. Parce que la réaction n'était pas celle que je voulais, tu vois. Mais ce que t'en retiens, c'est que y a danger quand on est un peu trop détaché de l'enjeu du deal. Je pense qu'il y a danger quand c'est pas que t'es détaché, c'est que tu laisses vraiment tes émotions prendre le dessus, tu vois. Okay. Moi, je pense que j'ai vraiment laissé ma colère, tu vois, parce que vraiment j'étais en colère. Tu vois, en fait, il m'avait demandé une offre, on devait signer. Finalement, il m'a dit non, on signera à telle date parce qu'en fait, la date de démarrage, ça me convient pas, machin. Après, je lui ai dit mais non. Mais il me rappelle, il me dit non, mais c'est bon, ça y est, maintenant, on est prêt. Je lui dis ok, bon, je te fais l'offre, mais par contre, tu la signes là, tu vois, alors que j'avais dit non au départ. Moi, je lui ai dit plus jamais t'auras une offre comme ça. Ouais. Je passe pour une imbécile. Tu vois, en fait, moi, j'ai laissé parler mon ego. Clairement, faut parler français, c'est ça. J'ai laissé parler mon ego, ce que je n'aurais jamais dû faire. Mais étant détachée de l'enjeu, je me suis permise de le faire. Donc tu vois, c'est un peu le truc à double tranchant. J'ai laissé parler mon émotion parce que j'étais détachée de l'enjeu et que je sais que quand je le suis moins, je fais un peu plus attention. Donc c'est l'enseignement. Mais c'est l'apprentissage, tu vois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à 28 ans, je pourrais pas permettre de dire je connais tout de la vente. Ce serait mentir. Les évolutions... Moi, j'en ai 57 et je sais pas tout de la vente. J'apprends des choses tous les jours. Hein, on apprend des choses tous les jours. Sinon on s'embêterait. Exactement. Tant mieux. Donc, et c'est l'humain, dans tous les cas. C'est comme un psy qui dit non, mais moi, tous mes patients, je les analyse. Non, c'est l'humain, en fait. Tu sais jamais comment la personne va réagir en face. Chaque vente est différente. Chaque négociation est différente. Et exactement. Chaque personnalité est différente. Donc, ce matin, on était ensemble au Sales Day et tu as parlé d'une pyramide avec 4 piliers, le pyramide du top performer. Du top performer, voilà. Et donc, tiens, partage-nous ces 4 piliers du top performer. Qu'est-ce qui fait qu'un vendeur va être un top performer ? En fait, la pyramide, je l'ai conceptualisée en me posant un peu la question, en me disant, OK, c'est quoi les 4 piliers qui font qu'un sales peut devenir bon à j'excelle. Et en fait, je me suis dit, il y a 4 choses. La première chose, c'est ce que j'appelle la stratégie go-to-market. Donc, c'est à qui tu vends, est-ce que tu comprends vraiment le problème que tu résous ? Et souvent, moi, c'est une question que je pose dans l'académie, c'est une des débuts. Il y a un exercice que je fais faire à mes élèves, c'est explique-moi en une phrase ce que tu fais. C'est très dur, hein, le problème que tu résous. Et ensuite, je demande aux autres de dire s'ils ont compris. Okay. Et comme j'ai plein de secteurs différents, j'ai des commerciaux, j'ai des entrepreneurs, tu vois, là, tout à l'heure, j'ai eu une photographe qui est face à 2 personnes de la tech et l'autre, il dit, bah oui, mais on fait de la lead gen. La photographe, elle lui dit, mais c'est quoi ?
Il comprend pas, tu vois. Tu fais du délit pour les jeunes. Exactement. Et en fait, le fait de conceptualiser ça Bien sûr. et de le simplifier au maximum fait que du coup, tu t'enlèves un petit peu tes œillères parce que du coup, tu dois adopter un langage qui est beaucoup plus simple. Et donc, tu vas aller chercher des cibles qui sont potentiellement différentes. Ok. Et surtout, tu vas mieux comprendre le problème que tu résous. Fondamentalement, qu'est-ce que ton client va gagner à partir avec toi ? Faut être capable de l'expliquer à un enfant de 6 ans, en fait. Exactement. Faut qu'un Ou enfant à de 6 la ans grand-mère. puisse comprendre ce que tu fais. Quoi. C'est ça. Ou à La grand-mère ou l'enfant de 6 ans, les deux fonctionnent. C'est un bon truc pour travailler ça. Exactement. Et donc ça, c'est un premier exercice qu'on fait déjà dans l'académie et qui est pour moi la base. Parce que mon but, c'est aussi de les amener à la performance commerciale. Donc comprendre à qui on vend pour se dire, en fait, dans les moments de creux où on aura peut-être une cible, tu vois, tu sais, si t'es trop niché sur une cible et je sais pas, t'es niché sur l'immobilier, grosse crise immobilière comme ce qui s'est passé, bon, il y a un moment donné, les agences, elles vont pas inventer de l'argent. T'en as pas, t'en as pas. Voilà. Ça y est, c'est Comment fini. mais tu vois, peut-être que ton produit il peut répondre à d'autres cibles que t'as pas identifiées. Peut-être que tu résous d'autres problèmes. Et il y a une autre phrase, moi, que j'aime bien dire, c'est fais cet exercice et dis autour de toi ce que tu fais, mais tu dis pas à qui tu vends. Et ensuite, tu dis, à ton avis, ça pourrait aider qui, ça ? Et moi, à chaque fois que j'ai fait cet exercice, on me donnait des cibles auxquelles j'avais pas pensé. Ouais, okay. Tu vois ? Oui, on parle souvent de persona en marketing, truc qui est vraiment très standardisé, etc. Puis en fait, c'est comme ça. Voilà. Non, t'en as plein. Ouais. Tu peux avoir plein de cibles. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base. Okay. C'est s'il comprend ça, il va savoir naviguer entre les vagues, il va savoir expliquer, parler à toute typologie de cibles et de personnes. Il va vraiment comprendre ce qu'on vend. Et donc ça, c'est la base des bases. Hein. Si on sait que c'est pas ce qu'ils vendent, déjà, compliqué de vendre. Le deuxième pilier... Donc, premier pilier, go-to-market, bien comprendre qui sont ses clients et ce que ça fait gagner à tes clients, en fait. Exactement. Et à qui ça peut bénéficier. Exactement. Ok. Je m'en plus, j'ai un peu mal au dos. Le deuxième pilier, c'est la motivation. Parce qu'en sales qui n'est pas motivé, en fait, tu vas pas le faire avancer. Tu vois, c'est un peu péjoratif, mais moi, je disais toujours à mes managers, je disais, moi, c'est pas compliqué, je suis un âne. Tu me donnes pas de carotte, tu me feras pas avancer. Ok. Donc, trouve la carotte qui m'intéresse. Et moi, je te le dis, la carotte qui m'intéresse, c'est performance, reconnaissance, argent. Comment tu le sais ? C'est bien. Il y en a 3, moi. Il y en a 3. C'est simple, je me suis analysée. Donc, je te les donne, cadeau, tiens, voilà. Maintenant, mets-moi une Tu vas carotte à gagner chaque du temps. fois. Mais c'est vrai. Donc, je pense que c'est important que le sales soit motivé, mais c'est aussi qu'est-ce qui le fait vibrer en fait ? Qu'est-ce qui lui donne envie parfois dans les périodes difficiles de se lever et de se dire ok, j'y vais. Parce qu'il faut pas oublier que sales en fait c'est pas linéaire. Hein. Même le top performer, il a jamais. On est des êtres humains. Au bout d'un moment, il s'ennuie. En fait, si c'est ça, c'est soit que tes objectifs sont pas assez hauts, soit que tu pourras aller chercher encore plus déjà, soit que tu dépenses peut-être un peu trop en marketing et que ton sales est bon, mais du coup, il pourrait peut-être être encore meilleur si tu capitalisais son temps. Soit il va s'ennuyer au bout d'un moment, de toute façon. Donc, s'il est trop fort et qu'il signe 100% de ses deals, ce qui n'est jamais arrivé en vrai sur un commercial, 100% toute conversion, je pense pas que ça existe, au bout d'un moment, il va s'ennuyer, donc il va partir. Donc, dans tous les cas, tu as un risque, toi, en tant que manager, à identifier. Ça, c'est la motivation, c'est le deuxième pilier. Okay. Motiver et pouvoir trouver. Donc, trouver la motivation. Trouver la motivation dans les moments difficiles. Okay. Le troisième pilier, c'est l'organisation et les outils. Parce qu'en fait, un commercial qui sait ce qu'il vend, qui est motivé, mais qui n'est pas organisé, il ne se passe pas grand-chose non plus. Parce qu'il va patauger dans le vide, il va passer du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, il va oublier de relancer le prospect qui peut l'amener sur le deal, et en fait, comme c'est mal cadré, c'est ça qui l'empêche de transformer son taux de conversion de, 25 à 32, par exemple, et ce qui le fait passer de bon à excellent. C'est vrai. C'est ça, hein, là. Un top performer, c'est quelqu'un qui est capable de faire avec les mêmes moyens mieux que les autres. Je performe mieux que la moyenne. Donc le risque, c'est pas d'outils ou trop d'outils, quoi. Pas d'outils, trop d'outils, ou une mauvaise organisation, tu vois. Okay. Si je te mets 15 000 outils, mais qu'en fait, tu pourrais tout faire avec un, en fait, c'est moi qui t'organise mal en tant que manager, ou c'est toi qui fais des choses un peu éparpillées. Et enfin, le dernier pilier, qui est le plus important, je pense, mais qui fonctionne que si les autres sont là quand même, ou en tout cas de manière beaucoup plus efficace, c'est le training. Donc, c'est la formation continue. Toi et moi, on l'a dit, en étant coach de vente, on est convaincus, on travaille pour ça, faut être honnête. Comment est-ce qu'on les accompagne à être toujours performants et à se mettre à jour sur les nouvelles techniques ? Moi, j'aime beaucoup la psychologie, donc comme ça, je me dis, bon, si je me mets à jour sur l'humain, déjà, normalement, je ne dois pas être trop long au niveau des techniques, plutôt que trop conceptualisé non plus. Et la formation continue pour pas que les gens restent dans leur zone de confort, quoi. C'est ce qui fait souvent la différence dans les boîtes qui fonctionnent très bien, les équipes qui fonctionnent très bien. Et nous, souvent, on est au départ. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, bah oui, il faut former les équipes, mais s'il n'y a pas de relais, s'il n'y a pas le manager de proximité qui accompagne, qui débriefe, qui amène sur chaque réunion une notion, qui rappelle une notion, qui suit et qui fait des feedbacks dessus, ça ne fonctionne pas, en fait. Mais c'est comme on est des sportifs, en fait. Et que le sportif, s'il n'a pas son coach à chaque fois, et même les meilleurs, ils ont leur coach tous les jours, et ils se filment, et ils débriefent, etc.
On sait qu'il y a que ça qui fonctionne. Hein. C'est ça. De toute façon, commercial, c'est un sport. Hein. C'est un sport mental. Hein. C'est pas naturel de se prendre des noms tout le temps. Hein. C'est pas un métier qui est facile. Hein. Toute la journée, on te dit non, je veux pas, objection, ghosting. Tu comprends pas, en fait. C'est vrai. Ta journée, c'est ça pour espérer trouver le oui. Mais ce que je dis aux vendeurs, hein, s'il n'y avait pas de nom, s'il n'y avait pas d'objection, on n'a pas besoin de vous. Hein. Donc, oui. Non, mais notre métier, il est là. Hein. Non, mais ça, c'est clair. Les éviter. Mais... Okay. Alors, évidemment, on en a parlé, mais pour être au top, il faut avoir une méthode. Est-ce que toi, tu as un cheminement dans la vente ou en tous les cas des étapes où tu te dis, ben, voilà, en tous les cas, le chemin, je l'ai en tête. C'est quoi ton chemin dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu utilises peut-être comme outil, mais outil de vente, hein, je parle, mais dans la méthode de vente? Moi, dans la méthode de vente, il y a 2 méthodes qui sont pour moi indispensables et obligatoires. C'est alors je dirais 3. La première, c'est ce que je t'ai dit juste avant, c'est ta capacité à expliquer en une phrase très simplement ce que tu fais. Parce qu'en fait, c'est la première phrase que tu vas dire en prospection. C'est un peu l'élévateur pitch, en fait. Hein, c'est ça. Exactement. Donc en fait, quand tu vas décrocher ton téléphone et que la personne va dire pourquoi tu m'appelles, tu vas lui dire en fait, nous, on fait ça. Et donc, il faut que ce soit assez pertinent pour que la personne se dise « Ah, ça peut m'intéresser ». Donc ça, c'est le premier outil, c'est être capable de résumer très simplement ce que tu fais en une phrase pour que même la secrétaire, elle soit capable de comprendre « Ah oui, en fait, c'est vrai que ça, ce serait bien que ça change dans l'entreprise, je vous passe la personne en question. » Le truc, c'est de dire on aide la cible qu'on appelle en général avec voilà ce qu'on sait faire et puis notre plus différenciant. Oui. C'est très rapidement que je comprenne. C'est un peu la structure, mais moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est sors du jargon marketing. C'est pas du marketing, c'est de la vente. La vente, c'est explique simplement. D'accord ? Là, tu te présentes à quelqu'un, tu dis quoi ? Moi, j'aide les gens à vendre plus et à vendre mieux grâce à la psychologie. Tu vois ? Je pourrais utiliser le terme sales coach si je suis dans la tech. Moi, je suis sales coach. Oui, d'accord, mais en fait, sales coach, ma grand-mère, elle comprend pas. Hein. Elle sait pas ce que c'est sales, elle sait pas ce que c'est coach. C'est qu'on est dans les magiciens de la vente. Hein. Moi, je suis magicien, je fais apparaître les clients et disparaître les objections. Et tu vois, c'est aussi simple en fait. Tu vois, tu as trouvé une terminologie. Et puis une analogie. Ouais. Une analogie assez simple pour faire comprendre directement à ta cible ce que tu fais. Okay. Et le but, c'est ça. C'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est ce que j'appelle l'upfront contract. Donc là, tu es dans une autre partie du cycle de vente. C'est, tu arrives, tu as ton prospect, on arrive en rendez-vous. On voit que tu viens de la tech, hein, tu parles en anglicisme. Ouais, je parle beaucoup en anglicisme. Moi, c'est le spoiler alert. C'est la structure du rendez-vous, en fait. J'arrive, Jean-Pascal, enchanté. Ce que je vous propose pour ce rendez-vous, c'est qu'on se présente mutuellement dans un premier temps. L'idée également, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris un rendez-vous ou que vous avez accepté de prendre ce temps avec moi. Et bien évidemment, de comprendre vos enjeux et vos besoins. Et si on voit qu'on est aligné par rapport à ce qu'on peut proposer, suite au premier niveau d'information que je vous donnerai, là, on pourra parler bien évidemment investissement et on pourra partir sur un second rendez-vous pour traiter XY. OK ? On a 45 minutes devant vous, ça vous convient ? Donc moi, j'appelle ça l'OPA. Hein. Objectif, plan, accord. Hein. C'est ce que tu viens de faire. OK. Moi, j'appelais ça le prendre contract. Ah voilà, tu vois, c'est la même chose. Mais moi, je suis à la vieille école. Mais puis, je suis pas passé par les startups, moi, donc je suis resté. Oui, on appelle ça l'upfront contract. On est là pour ça. Voilà comment ça se passe. Oui, attends, toi qui es entrepreneur. Les gens qui passent dans de formation, mais oui, moi je le fais. Non, mais toi qui es entrepreneur, le nombre de. Enfin, franchement. Il y en a plein qui le font. En tant qu'entrepreneur, on a plein de prestataires. On a plein de gens qui nous personne ne prospectent. fait. Personne ne fait. Et surtout de démarrer en disant à la fin du rendez-vous, vous aurez une décision à prendre. C'est où on avancera ou on n'avancera pas, mais je te laisse la liberté en fait. Mais c'est surtout aussi, tu vois, le truc le plus dur, c'est. Tu vois, ton client, il arrive, il dit non, mais ça m'intéresse ce que vous faites, juste je veux savoir le prix. Non, mais en fait, je t'ai dit que le prix, je te le donnerai à la fin. Ouais, bien sûr. Donc en fait, déjà, les règles sont données. Les règles sont posées. Ça vous convient ? Oui. On a 45 minutes ? Oui. Donc ça veut dire que dans 10 minutes, tu me dis pas que t'as pas le temps. Voilà. Donc déjà, tu vois, tu t'évites. On sait où on va, on sait comment on va y aller. Exactement. Et on sait ce qui va se passer à la fin. Exactement. Et moi, ce que j'aime bien dire c'est aussi dans cette... c'est la bande-annonce, le spoiler alert. C'est ça. J'aime bien. La bande-annonce. Donc ça, c'est le deuxième truc. Hein. C'est vrai que le premier truc, c'est de dire, bon, OK, je suis capable en une phrase d'expliquer mon apport de valeur. Deuxième, je donne la structure. OPA ou Upfront contract, yes. Et troisième, tu avais dit 3 ou 4. Dans le deuxième, je rajoute juste une dernière phrase à la fin. Je dis toujours, si c'est le cas, on pourra aller sur un second rendez-vous. Sinon, on se quittera bons amis. Okay, bon. En fait, juste le fait de dire ça montre aussi au prospect que ton but final du rendez-vous n'est pas forcément de le closer. Bien sûr. C'est juste de voir si, effectivement, il y a un fit entre vous. Il y a un match, ça correspond à ce qu'il recherche. Par rapport à son besoin et à ta proposition de valeur, est-ce qu'il y a un fit ? Ça le libère par rapport à l'image du vendeur. Mais ça lui redonne le contrôle. Les gens veulent le contrôle. Lui, il vient me vendre un truc, donc oh là là. Ok, à la fin, je pourrais faire ce que je veux. Exactement. Ouais. Moi, j'ai du temps, je dis, moi, je suis pas là pour vendre. Moi, je suis là juste pour voir si vous et moi, là, maintenant, on peut essayer d'évaluer un projet qui est tangible. Si le projet, il n'est pas viable, moi, je vais pas perdre de temps. Okay. Donc, qu'on soit clair, votre temps et le mien sont tout autant précieux. On est en phase. Et la troisième étape, c'est ce que j'appelle le rétro-planning. Donc, c'est ce qui vient à la fin d'un R1.
Okay. Moi, ce que je dis aux commerciaux, et ce que j'ai beaucoup fait chez HubSpot, surtout sur de la vente de produits complexes, ça s'applique très bien sur du one-shot, ça s'applique pas, mais sur de la vente complexe ou plusieurs étapes, ça s'applique. C'est de dire, le client, tu lui as fait ta qualification, donc tu lui as demandé quand est-ce qu'il aimerait être opérationnel, autrement dit, quand est-ce qu'il aimerait résoudre son problème. Et en fait, tu pars de cette date-là, et moi, j'ai une slide, d'accord, qui est un rétro-planning, où je dis, voilà où on est aujourd'hui, donc ça, c'est le premier rendez-vous qu'on a fait, d'accord, c'est la phase de découverte. Là, vous voulez être opérationnel en juin, d'accord. Ici, on est en avril. Basé sur ce que vous m'avez dit, ce qu'on a besoin de valider mutuellement, c'est, vous m'avez parlé de Michel qui doit quand même voir la solution, ou qui doit évaluer le projet, etc. Vous m'avez parlé de telle personne aussi qui serait potentiellement concernée. Nous, de notre côté, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on fait des ateliers différents avec chacune des parties prenantes du projet. Okay. Ce qui nous permettra de creuser les besoins de chacun. Pour ça, il faut prévoir entre 4 et 5 ateliers. Compte tenu de ce que vous voulez, ça signifie que le prochain rendez-vous, il faudrait qu'on le positionne d'ici la semaine prochaine pour être sûr de respecter la deadline en juin. Donc, si on veut être prêt à cette date-là, ça voudrait dire qu'on active la solution, le projet à telle date. Je ne suis pas en train de te dire de signer, je suis en train de te dire d'activer. C'est pas pareil, c'est pas la même chose dans la tête du prospect. On active la solution à telle date. Donc, la dernière étape, c'est de rencontrer le décisionnaire à telle date, donc rencontrer le DG pour qu'il valide bien évidemment la procédure administrative. Ensuite, on fait ci, ensuite, on fait ça, jusqu'au rendez-vous d'aujourd'hui. Okay. Et ce qui est bien, c'est que le commercial, il sort de son R1, et moi, je sortais de mon R1, je savais exactement où j'allais. C'est-à-dire que mon manager, il me disait, quel est ton plan d'action ? Je disais, c'est quoi la prochaine étape ? Je vois Michel à telle date, je vois Patrick à telle date, je vois Jacqueline à telle date, voilà le plan d'action. Moi, je pense que lui, c'est mon champion, je pense que lui, c'est mon détracteur, je pense que lui, c'est mon influenceur. Voilà, quel est le plan d'action qu'on va mettre en place ? En fonction des dates, je pouvais m'organiser. Et donc, tu l'écrivais, ça ? Tu faisais une espèce de ligne de temps ? Oui, j'avais une slide. J'avais une slide okay. avec une liste de temps. Et en fait, dedans, c'était juste un truc comme ça avec des points. Et j'avais phase de découverte. Donc ça, c'était un truc qui ne bougeait pas. J'avais date d'activation des licences et c'était mise en place du projet. Non, c'était pas mise en place du projet. C'était mise en place du CRM, je crois, ou CRM mis en place, quelque chose comme ça. Donc en gros, l'idée, c'était de se dire, ton CRM, il fonctionne. Okay, donc il fonctionne, tout roule, tout va bien. Donc comme il y avait une phase de déploiement, je le mettais dedans. Donc il y a 3 mois à peu près de déploiement. Et donc pour évaluer tout ça, on a besoin d'avoir le CEO, le DG, le partenaire. Et donc voilà les étapes. On a le premier atelier, deuxième atelier, troisième atelier, et après les démos par atelier. Ce qui signifie que mon prospect avait toujours quelque chose à récupérer de moi. Et donc je sais que j'avais moins de chances d'être ghosté. Exactement. Si tu donnes trop tout de suite sur de la vente complexe, le mec il te ghost. Ok, très bien, très clair. Je voudrais qu'on vienne sur deux, trois petits trucs qui, des fois, peuvent créer, non pas des confrontations, mais des points de vue un peu différents sur la vente. Notamment l'idée du budget. Tu sais qu'il y a cette fameuse question, quand on pratique le BANT, donc budget, autorité, need, timing. Donc, en français, ça fait budget, autorité, besoin et timing, mais ça fait plus BANT. Mais bon, voilà. Il y a la question du budget. Et puis, il y a des gens qui font notre métier et qui disent il faut la poser. Il y en a qui disent il ne faut pas la poser. Ouais. Tu fais partie de quelle école ? Moi, je pense qu'il faut toujours la poser. Okay. Mais moi, ce que je demande, c'est pas quel est votre budget, c'est comment vous avez construit votre budget. Ok, ce qui est un peu différent. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui sont les personnes qui prennent la décision sur le budget. C'est ça qui m'intéresse. Le deuxième, c'est de savoir s'ils en ont construit un et est-ce qu'ils ont une enveloppe. Et donc, après, si oui, laquelle ? Quel est le montant ? Et moi, je dis toujours, j'ai une phrase que j'utilise tout le temps, c'est mon objectif, c'est pas de partir dans des rendez-vous et de vous montrer un outil qui est totalement hors de portée financièrement. Donc l'objectif, ce soit aussi en lien avec vos besoins. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une idée. Si vous n'avez pas à peu près une idée, ou en tout cas, si vous n'êtes pas capable de me dire que c'est un budget qui est débloquable, si toutefois, bien évidemment, il y a le ROI, on fera un atelier pour ça. Évidemment. Un atelier de retour sur investissement. En fait, je ne vois pas l'intérêt de continuer. Ni vous ni moi n'avons envie de perdre du temps. Ok, donc on ne pose pas la question directe. T'as combien ? Parce qu'on sait qu'en général, c'est toujours compliqué de répondre à ça. Mais comment tu as construit ton budget ou comment t'en es arrivé là ? C'est ça ? Okay. Quelle est la fourchette allouée pour ce projet ? Fourchette, ouais. Okay. Moi, j'aime bien toujours donner une fourchette. Et il y a une phrase que je dis très souvent, d'ailleurs, ça a fait rire quand j'ai pitché chez Aircall, je leur ai dit ça et ils ont bien ri. Ils m'ont dit oui, mais justement, ils m'ont posé cette question. Ils m'ont dit oui, mais des fois, tu sais, le client, il veut pas trop te donner de budget et après, il dit que c'est cher, donc du coup, tu comprends pas. Et quand je dis au client, quel est le budget alloué pour ce projet et qu'il me dit, j'en ai pas, je dis d'accord, donc 1 million d'euros, c'est bon pour vous. Même 2, allez. Et silence. Non, mais en fait, il rigole. Tu vois, naturellement, l'humain rigole. Oui, voilà. Il rigole, il fait mais non, mais pas 1 million d'euros. Je sais pas, vous m'avez dit que le plus important, c'est le ROI. Donc, moi, si je vous montre que je peux vous en apporter 2. Mais que ça te rapporte 2. C'est bon. Non, mais on n'a pas 1 million cash. Ah oui, donc en fait, il y a quand même une limite. C'est bien ce que je dis. Il y a des sous dans la banque. Donc, la question, c'est à quel point le projet est prioritaire pour vous pour allouer à peu près une fourchette de budget. Et après, moi, je leur dis, le but, c'est pas de vous donner un budget pour vous arnaquer et aller sur une solution qui est absolument à ce budget. Le but, c'est juste de savoir si, par rapport à ce que vous m'avez dit, je vais vous présenter quelque chose qui est hors de portée ou pas.
Après, évidemment, quand tu es HubSpot, en plus, on sait bien qu'il y a entre guillemets une grille tarifaire. Enfin, il y a toujours. Tu dis pas, je vais me faire arnaquer non plus. Enfin, voilà. Bon. Non, mais tu sais, en fait, justement, sur le CRM, les mecs, ils disent, il va me mettre des fonctionnalités dont j'ai pas besoin parce que je lui dis que j'avais 10 000 € de budget. Donc, il va me mettre. En fait, moi, mon but, c'est pas ça. Si t'as pas besoin de ça, je préfère te disqualifier, en fait. Parce qu'en plus, nous, on est impacté sur le churn. Donc, tu vois, en tant que commerciaux, c'est-à-dire que moi, pendant 12 mois, si mon client, il payait pas un mois, je perdais toute la commission. J'avais fait tout ça pour rien. Et j'ai un client qui a pas payé un mois, il a payé 11 mois, mais pas le 12e. Et j'ai perdu 3 000 €. Bon, tu t'en souviens au moins. Là, je peux te dire que là, je m'en suis souvenu bien comme il faut. Ouais. Moi, une question que j'aime bien aussi sur le budget, c'est d'après vous, ça vaut combien ? C'est-à-dire que je te demande pas combien t'as, mais d'après vous, ça vaut combien ? Très bien, voilà, tiens, une bonne formation, d'après vous, ça vaut combien ? Et en fait, s'il est totalement déconnecté, tu dis non, ça vaut normalement entre tel prix et tel prix. C'est vrai que là, je pratique aussi la fourchette. Ou alors, s'il est dedans, voilà, c'est tout. Tu sais qu'en tous les cas, il conceptualise ça et que si on est en train de parler, normalement, il sait qu'il peut dépenser ça. Donc, OK. Autre question, et ça c'est aussi un truc qui vient assez souvent, c'est le fameux silence après le prix. Là aussi, il y a des gens qui font notre métier qui vont dire il faut faire silence, et tu en as d'autres qui disent non, il ne faut pas faire silence. Toi, c'est quoi ta vision ? C'est marrant, j'ai eu la question hier sur un event. Voilà. Mais c'est une question récurrente. C'est une question récurrente. Moi, je pense qu'il faut toujours mettre un silence pour la simple et bonne raison que c'est une information qui est sensible et importante pour le prospect. Okay. Parce qu'il y a un moment donné, l'argent, ça ne s'invente pas. Donc, il faut lui laisser le temps de processer et donc aussi de faire le lien entre ce que tu dis et ce qu'il avait pensé dans sa tête. Donc, le montant et la valeur. Tu vois, le moment où je te dis, je sais pas, c'est 5 500 €, et si en fait je continue, je dis c'est 5 500 €, mais attends, t'inquiète, machin. Tu n'as même pas le temps de digérer 5 500 avec la valeur et ce que ça t'apporte, tu vois. Et donc, moi, je pense que ce silence, c'est pas tant... du coup, j'attends, c'est toi qui dois me dire ce que t'en penses. Oui, parce qu'on dit souvent, c'est le premier qui parle qui a processer. perdu. Enfin, c'est ce qu'on entend des fois. Mais... Je te laisse processer. Après, bien évidemment, je pense qu'il y a des silences qui sont plus ou moins longs en fonction de ce que tu vends, en fonction de ta cible, en fonction de ce que tu fais, en fonction de la réaction de la personne en face. Moi, si je vois que mon client, je le laisse en silence et qu'il me regarde faire oui, il faut être observateur et voir ce qui se passe. Dis donc, je pensais pas vous faire tomber de votre chaise à ce point-là. Qu'est-ce que vous aviez anticipé, vous ? Et tu vois, je rebondis comme ça. Donc c'est pour ça que je dis, faut toujours laisser un silence juste pour que l'information que tu lui donnes, il puisse la processer et il va l'exprimer en fait. Tu sais, physiquement, il le dit. T'as très peu en fait de prospects qui vont te regarder et qui vont faire comme si tu leur avais dit bonjour, quoi. Il y a toujours une petite réaction, il y a toujours un petit ou tu vois, il note. Oui, mais c'est souvent ce que le client attend. Donc, exactement. Moi, je pense qu'il faut toujours laisser un silence, plus ou moins long en fonction de ce que tu fais, mais indispensable au moins pour laisser la personne processer. T'en penses quoi, toi ? On était pas mal d'accord jusqu'à maintenant. Moi, je suis un peu moins d'accord sur le sujet. C'est vrai ? Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, pour moi, il faut surtout pas vouloir justifier le prix derrière. C'est pas dire ah oui, ça vaut autant, et puis en plus, t'auras ça et t'auras ça. Maintenant, pour moi, le prix n'est qu'une des composantes de ton offre, en fait. Et à partir du moment où tu le mets en avant, tu lui donnes de l'importance. Et comme tu as dit, c'est important parce que c'est son budget ou c'est son portefeuille. Moi, je préfère dire OK, voilà, ça vaut autant. Et puis, à partir du moment où on se sera mis d'accord, on pourra mettre ça et ça en place. Tu vois, c'est-à-dire que je continue le discours. Bon. Mais à chacun de jauger ce qu'il a envie de faire. Pour moi, c'est un composant de l'offre. Et si je lui donne trop d'importance... Je pense que c'est aussi une question de posture et de tonalité, tu vois. Oui, mais c'est sûr. Si t'es pas, tu vois, si tu le fais de manière très naturelle et que toi tu l'annonces, tu vois, avec la confiance, le truc de, du coup c'est tant, tu vois que t'as la posture. C'est ça. Je pense que ça passe. Si tu le dis un peu en mode, du coup le prix c'est 2 500 €. Et donc, non, on est d'accord. En fait, je pense que ça dépend aussi ce que tu dis derrière. Tu vois, si tu le justifies, non. Donc je pense qu'on est aligné là-dessus. C'est pas une justification. Et moi je suis toujours il fait partie des composants. Laisser un petit silence. Pour moi, un silence, c'est juste, ça peut être une respiration de 2 secondes. On est entre les deux. Voilà. C'est très bien. Un peu des deux. On va avancer parce qu'il y a un sujet qui intéresse toujours les commerciaux. Moi, chaque fois que j'arrive en formation, quand j'ai des projets de formation, on me dit voilà, nos commerciaux, ils veulent travailler sur les objections. Alors je vais t'en donner 2-3, les plus classiques. Évidemment, la première qui arrive, c'est trop cher. Comment tu la gères, celle-là ? 2 solutions. Moi, je laisse en silence. Alors ça, c'est facile. La traite pas, tais-toi. Voilà, ça marche assez bien. Non, vraiment, en fait, quand on dit c'est trop cher et que je regarde et je fais... Et là, la personne, en fait, il reprend la parole parce qu'il dit mais pourquoi il dit ça ? Oui, parce qu'on n'avait pas prévu autant, parce que pas ça, parce qu'on a une autre offre. Et donc là, je comprends c'est pas trop cher, c'est parce que si X, Y, là, on a... Et donc là, je traite l'objection, c'est autre chose. Après, il y a le c'est-à-dire, d'accord ?
Et bien évidemment, c'est trop cher par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Donc tu questionnes, quoi. Je questionne. De toute façon, c'est toujours ça. Hein. Tu vois, moi, je trouve que dans les méthodes, alors c'est un peu controversé, mais il y en a qui disent oui, les méthodes crack, tu sais, ils mettent toujours il y a la reformulation, le accepter. Non, le accepter l'objection. J'ai envie de dire, mais t'as pas le choix. Tu vas pas lui dire, je ne prends pas ton objection, récupère-la si tu veux. Ça marche pas. J'ai une nuance sur le sujet. Hein. Mais moi, ma méthode, c'est prendre l'air. Hein. C'est accueillir, interroger, répondre. Et accueillir n'est pas accepter. Okay. Tu vois, un client qui me dit c'est trop cher, je lui dis écoutez, vous savez, aujourd'hui, 100% de mes clients font attention à l'argent qu'ils investissent. Et vous avez raison de vous inquiéter du sujet. Maintenant, quand vous me dites c'est trop cher, et après je rebondis sur une question, mais cette phase d'accueil aide à te montrer que tu es dans la bonne posture. Pas dans la posture de quelqu'un qui veut un peu contre-attaquer, parce que c'est le réflexe qu'on a hein, quand tu t'intéresses à la psychologie. C'est clair. C'est très bien qu'une objection, c'est tu m'attaques moi, ma solution ou mon produit. Donc le naturel, cerveau reptilien, c'est j'ai envie de te rentrer dedans, hein, ou ben non, c'est de la qualité. Bon, bref. Donc, voilà, j'accueille et après, je pose une question. Combien vous aviez prévu ? Vous pensez que ça valait combien ? Quel était votre budget ? À quoi vous comparez ? Enfin, après, il peut y en avoir des tonnes, mais voilà. Donc, effectivement, pour moi, le A, c'est pas accepter, c'est pas être d'accord, c'est pas oui, mais bon, vous savez, on fait de la qualité, surtout pas. Il y a beaucoup de formations qui vont dans ce sens-là, c'est plutôt accueillir, interroger, répondre. C'est une bonne. Oui, je pense que je suis plus alignée avec ta terminologie de accueillir que accepter. Ah non, mais surtout pas accepter, parce que sinon t'es d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais oui, non, mais moi, je suis pas d'accord. d'accord. Réfléchir, bah oui, vous avez raison. Bah non. Non C'est j'accueille. Oui, c'est une décision importante. Après, voilà, c'est normal. Maintenant, moi, ce que je dis aux clients, c'est que quand je dois acheter quelque chose et que je dis je vais réfléchir, c'est qu'il y a un truc qui m'a pas convaincu. Donc moi, que vous achetiez ou vous achetiez pas, c'est pas le sujet. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui vous a pas convaincu. Tu vois, on est vraiment dans. Là, j'ai une nuance. Ok, vas-y. Moi, j'ai une nuance là-dessus sur le je dois y réfléchir. Moi, j'utilise le côté accepter dans le sens où je dis, je comprends, vous savez, moi, je suis comme vous, je fais partie du pourcentage des 30% de personnes qui détestent prendre une décision directe. Okay. J'aime pas. Je me dis que je suis pas rassurée et je comprends. C'est ça, non ? Et là, la personne, en fait, elle dit, oui, non, mais c'est vrai, j'ai pas envie de prendre tout de suite parce que j'ai peur de... Et en fait, tout de suite, je crée un peu d'empathie en disant, ah, mais vous savez, moi, je suis absolument comme vous. Moi, je tombe face à quelqu'un je sais pas, c'est mécanique. Tu vois, moi, je déteste prendre une décision pendant un call. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, attends, laisse-moi 2 minutes, j'ai besoin de processer. Non pas qu'il m'a pas convaincu, c'est juste que ce que je me dis, c'est joue pas sur l'émotion. Parce que l'émotion que tu ressens là, il y a peut-être 2-3 trucs que t'as pas pris en compte, tu vois. Et c'est toujours, ok, est-ce que je le paye maintenant ? Tu sais, quand tu gères ta boîte, la trésor, c'est le nerf de la guerre. Donc moi, c'est toujours, quand j'ai un prestat, c'est pas que tu m'as pas convaincu, c'est juste, laisse-moi 2 minutes, mais par contre, je te garantis que ce soir ou demain, je te fais un retour. Et Romain Bouvet, on en avait discuté justement, parce qu'il m'avait dit, tu vois... Romain Bouvet, spécialiste des neurosciences et du neuromarketing. Spécialiste des neurosciences. Voilà. On avait discuté ensemble. Il m'a dit, oh là là, je suis tombée sur un freelance, mais une catastrophe, quoi. Je lui dis, ok, bah non, mais t'inquiète, franchement, j'ai tout. Je te reviens demain. Juste, voilà, j'ai besoin de prendre le temps d'y réfléchir tranquillement. Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a pas convaincu ? Non, mais c'est pas que ça m'a pas convaincu, c'est juste que j'ai besoin d'y réfléchir. Moi, je fais partie des gens qui ont besoin de réfléchir. Et il dit, en fait, il m'a tellement stressé, il m'a tellement pressé que j'ai pas eu envie d'acheter. Donc je trouve que, oui, bien sûr, tu vois, c'est toujours un peu compliqué parce que je pense que tu peux le faire si tu as la bonne posture. Tu vois, c'est pour ça que je dis, moi, la vente, c'est jamais une science exacte parce que c'est beaucoup de posture, beaucoup plus de tonalité. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je fais pas que de la vidéo en ligne, je coach les gens ensemble et en groupe pour qu'ils puissent, tu vois, se donner des feedbacks et tout. Parce que je sais que t'as des fois, c'est 30% de personnes qui juste ne veulent pas prendre de décision directement. C'est un principe, c'est comme ça, c'est eux, faut accepter. Et là, je dis, ok, je comprends. Moi, je fais partie des 30%. Donc, je le comprends. J'ai besoin d'1 journée pour réfléchir. Vous avez besoin de combien de temps ? Bah, je sais pas, franchement, 2 jours. Ok, sentez-vous à l'aise. Je vous en donne 4. Il n'y a pas de problème. Je vous donne 4 jours. Mais on se fixe, et on en reparle à telle date. Je vais vous envoyer un mail récap. C'est quoi les 2-3 éléments qui vont venir alimenter votre réflexion que vous voulez que je vous mette dans le mail ? Et là, en fait, j'essaye de comprendre sur quoi est-ce qu'il va réfléchir. Ce qui est bien, c'est que s'il me les donne, je peux argumenter. Ok, bon, bah, je vais te le remettre par écrit, mais juste pour te réexpliquer. Comme ça, je suis sûre que c'est clair. Tu sais, des fois, entre l'oral et l'écrit, bien sûr. Voilà. Je lui réexplique et là, je rentre dans la discussion. Et en fait, j'en ai eu là, parce que c'est moi qui ai closé les gens de mon académie après, donc ceux qui voulaient venir après. Et j'ai eu 100% de closing et pourtant, ils ont tous réfléchi. Oui, non, mais c'est partie du processus de certaines personnes. Et c'est vrai que moi, j'approche ça avec le disque, avec les couleurs, les rouges, les jaunes, les verts, les bleus. Et c'est vrai qu'un vert ou un bleu, t'as beau insister, il a besoin de temps, il a besoin de réfléchir, il a besoin d'analyser. Donc, si tu veux le closer tout de suite, un rouge et un jaune, toi, t'es plutôt rouge, donc je pense pas que non, tu vois, c'est ça, je suis plutôt rouge. Moi, tu vois, le disque, c'est marrant, mais je l'applique pas trop. Ok.
Moi, je trouve ça bien dans les grandes lignes, mais je trouve qu'il a trop besoin de nuances. Du coup, c'est pas un outil que je préfère utiliser parce que je trouve que de plus en plus, les gens finissent par avoir, évolué avec leur personnalité. Avant, j'étais très rouge, très go. Et avec l'âge, je pense que je m'assagis un peu plus. Du coup, je deviens un peu plus entre le rouge et le jaune. Et encore, ça dépend de l'enjeu. Donc, je me dis, ça dépend. Donc, du coup, comme je sais que ça dépend pour moi, j'ai du mal à l'expliquer à mes élèves tellement il y a de nuances. Du coup, je préfère pas l'expliquer. Je leur dis, écoutez, prenez pas ça en compte, basez-vous plutôt sur les biais cognitifs, les questions. Moi, je suis très question. Pose des questions, fais pas de suppositions, tu auras tes réponses. C'est sûr. Après, chacun ses méthodes et il faut être à l'aise avec sa méthode. Il n'y a pas une seule méthode en plus. De toute façon, je dis tout le temps, la vente, c'est pas une science exacte. Je dis, moi, je peux te dire un truc, tu vas le tester, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça s'applique pas sur ton truc, ton machin. Sinon, on vendrait dans 100% des cas n'importe quoi. Ah oui. Donc, non. On est aligné au moins. Bon, super. Si on arrive à la fin du process de vente, souvent, il faut relancer. Parce que ça ne s'est pas fait tout de suite. Et puis, est-ce que tu as un ou deux tips peut-être à partager sur la relance? Est-ce que tu as un truc? Ouais, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques que j'aime bien faire. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est normalement, ton call de closing, il doit être positionné. Déjà, je pars du principe que tu ne présentes jamais une offre commerciale si tu as un cycle de vente qui n'est pas du one-shot par mail. Oui, d'accord. On n'envoie jamais un devis dans la nature. C'est la pire erreur 100% d'accord, à faire. On ne laisse jamais un devis dans la nature. Pour la simple et bonne raison que la manière dont tu vas mettre ton devis n'est pas la manière dont tu vas expliquer ton devis. Et le client a besoin de comprendre ce qu'il achète, ce pourquoi il paye. Il ne paye pas juste une prestation, il paye une transformation. Et puis la chance qu'on a quand même depuis le Covid, c'est qu'on a eu la visio qui est arrivée. Et que justement, ça ne nécessite plus de se déplacer, etc. Exactement. Tu n'as aucune excuse. Visio, tu peux prendre 15 minutes. Tu lis, voilà. Écoutez, moi, je vous envoie le devis. Ce que je vous propose, c'est on prend juste 15 minutes, comme ça, je vous présente l'offre. Et après, je vous l'envoie par mail. Oui, tu peux l'envoyer par mail après. Mais tu auras toujours une offre. Donc déjà, posez dans les agendas. Est-ce que tu connais le temps de lecture moyen d'une proposition commerciale quand elle est envoyée par mail? Ça a été traqué, donc mais d'après toi, tiens. Tu sais quoi, c'est marrant parce que chez HubSpot, on avait les ouvertures de mail et les tracking. Et donc, du coup, moi, je voyais quand les gens ouvraient ma propale. Moi, je sais que s'ils ouvrent mon mail plus de 10 fois, je signe. Oui. À 100% des cas, je signe. Ok. Mais combien de temps est passé sur la lecture de la propale? Mais tu vois, je pense que sur la lecture de la propale et tout, franchement, je pense que s'il passe 2 minutes, c'est le max. T'es folle, c'est 44 secondes. Le temps moyen, c'est 44 secondes. En fait, c'est première page et dernière page. Première page et dernière page. Ouais, c'est clair. Non, mais voilà. Donc, ça m'étonne pas, tu vois. Mais c'est pour ça. C'est que... Toi, j'étais optimiste, j'ai dit 2 minutes. 2 minutes, c'est qu'ils sont intéressés, là. Donc, c'est bon signe. Mais le temps moyen, c'est 44 secondes. Donc, tu vois, c'est dingue. Voilà. T'imagines 44 secondes. Qu'est-ce qu'il a le temps de comprendre de ta valeur? Non, c'est pour ça. C'est pour ça, je dis, si tu respectes ton job, tu prends un rendez-vous pour présenter. Au moins 10 minutes, tu vois. Donc on est d'accord déjà, ça. Donc déjà, tu te positionnes. Donc normalement, tu n'es pas censé relancer, tu vois, là-dessus. La deuxième chose, c'est ton devis, il a toujours une date de fin. Ton offre, elle a toujours une date de fin. Le prix est valide jusqu'à telle date. Pour la simple et bonne raison que tu ne sais pas ce qui peut se passer demain. Peut-être que ton client a plus ou moins de demandes. Si tu lui demandes d'être dispo alors que tu vois, je sais pas, toi par exemple, t'envoies un devis pour un coaching, ok, bon, tu pratiques des prix, tu vois, t'as à peu près tout le temps les mêmes prix pour tes clients. Ça serait juste, bien évidemment, mais voilà, tu as un prix fixe où tu sais que... Ils sont affichés sur mon site. Ils sont affichés, donc t'es clair. S'il y a quelqu'un qui te demande un coaching, mais en fait, finalement, il te répond à ton devis, je sais pas, 3 mois après, et toi, en fait, t'es full. Attends, s'il te veut absolument et que tu dois faire des heures supplémentaires, il faut qu'il rallonge, quoi. Ce qui est logique, c'est la question. C'est l'offre et la demande. C'est le business. Carrément. Donc, moi, j'ai toujours une offre de validité, une date de validité. Parce que du coup, ça te donne une date à laquelle tu relances. Déjà, c'est important. Et après, dans le comment, donc dans le moyen, il y a plusieurs astuces. La première... Moi, je like toujours les posts LinkedIn de Mehdi Lancourt. Tout le temps. Je m'active la cloche de notification et je like. Avant, après. Tu restes à vue, quoi. Top of mind. Je reste dans ta tête. À vue. Tu vois, c'est marrant, je dis plein d'anglicismes, mais tu me les traduis en français. Merci, parce que ça me donne du coup les termes. Je me fais tout le temps dézinguer parce que je dis des anglicismes, mais je suis tellement habituée, c'est tellement été mon langage depuis des années, que merci, parce que du coup, ça m'éclaire. Tu vois, à vue, naviguer à vue. Des fois, j'ai des élèves qui parlent pas forcément très bien anglais et ça, je dis non, mais restez dans la tête de ton prospect. Oui, c'est ça. Et t'as d'autres termes qui m'aident beaucoup. Merci. Donc ça, c'est la première chose, liker les posts. La deuxième, c'est, il y a 2-3 relances que j'aime bien. Il y en a une qui est de la mise en relation pour vendre quelque chose, tu vois. Si tu sais à peu près ce qu'il vend ton client, tu as toujours, tu vois, quelqu'un à qui tu penses, avec qui il devrait discuter, etc. Donc tu lui amènes un deal, quoi. Enfin, je lui amène un partenaire, un contact. Voilà. Et donc là, je me dis, bon, il est obligé de me répondre. Ça, c'est une bonne astuce, je trouve. Super. La troisième, c'est apporter de la valeur. Moi, je dis, enfin, tu vois, quand tu es dans une structure, souvent, tu vois, tu as des événements. Moi, j'aime bien l'appeler, dire, j'ai pensé à vous, tu vois, genre un petit mail, j'ai pensé à vous pour tel événement. Est-ce que vous voulez bien venir? Donc déjà, tu vois, je sais que les gens sont pas bêtes, hein.
tu leur as envoyé une proposition commerciale. Si tu leur envoies un message pour leur proposer de venir à un événement, moi, 99% des cas, le mec, il me dit dans le mail, oui, d'ailleurs, j'ai vu ta proposition, t'inquiète pas, je te fais un retour telle date. Tu vois, vraiment, c'est très subtil à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'être très frontal. Non, faut pas être lourdingue. Absolument. Et ensuite, la deuxième chose, c'est au moment où j'envoie ma proposition, tu vois, après avoir fait la visio, etc., moi, je mets toujours un petit SMS. Peux-tu me confirmer que tu l'as bien reçu ? Ok, super, nickel. Et après, c'est une relance un peu classique. C'est, voilà, tu m'as dit que tu avais bien reçu l'offre. Juste, je sais qu'elle est valide jusqu'à telle date. Pour éviter qu'on se court mutuellement après, est-ce que tu veux qu'on s'appelle à un moment pour se dire est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on travaille pas ensemble ? Super tips. Voilà, simple, basique. Voilà, plusieurs techniques en fonction des personnalités. Moi, c'est vrai que je vais appeler en disant non pas qu'est-ce que tu as pensé de la propale ou tiens, est-ce que tu as réfléchi, c'est j'appelle pour savoir quand est-ce qu'on démarre en fait. C'est-à-dire que déjà, si dans ta tête, tu te dis moi j'ai fait la meilleure propale, il avait un besoin parce que j'ai fait une propale, normalement, voilà, on avance sur le planning, donc ça peut être ça. Et après, j'ai un truc, quand vraiment tu te fais ghoster, et ça arrive, même quand tu as présenté ta propale, voilà, c'est la technique de la vente perdue. C'est dire, voilà, j'ai compris, on ne travaillera pas ensemble, vous avez sûrement trouvé quelqu'un, il y a eu d'autres trucs. Voilà, juste si vous pouvez me répondre voilà, en 2-3 lignes, qu'est-ce qui fait qu'on a. Vente perdue, t'appelles ça ? Ouais, bah oui. Break-up email. Déjà bien, on se renvoie la balle, t'as l'anglais, le français. This is a bilingual podcast, if you want to. Of course, we can switch. Bon, voilà. Mais ok, moi, c'est break-up email. Donc, il y en a un, c'est. Moi, en fait, c'est vraiment. C'est du ghosting, tu vois. Oui, c'est pas tant de la relance, c'est vraiment genre, je vois que le mec, il me ghost. Tu vois, il me répond mais pas moi, à je dis, ça. voilà, je mets à jour mon CRM, est-ce que je vous enlève ou est-ce que je vous enlève pas ? Est-ce que je fais des relances ou pas, en fait ? Non, ça, j'ai pas eu de retour de votre part, donc je vais me permettre de fermer le dossier. Voilà, cependant, sachez que la porte reste ouverte si toutefois le sujet redevient une priorité pour vous. Bonne journée. Voilà. Je sais que de toute façon, si elle est intéressée à me dire non, mais fermez pas le dossier. Tu vois, c'est toujours ce truc de fermer un dossier, ça veut dire je clôture le sujet, vraiment, c'est fini. Et j'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit non, mais clôturez pas le dossier, c'est juste telle raison, tu vois. Et ceux qui me répondent pas, de toute façon, je savais que je pouvais pas les signer. Donc, Bien, on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode de podcast. Si tu devais donner 3 conseils aux commerciaux qui nous regardent, 3 trucs concrets à mettre en place pour que augmenter leur performance. Alors, on a les piliers, effectivement, mais là, je veux 3 tips très concrets que toi, tu utilises ou que tu partages le plus possible. Abonnez-vous à ma chaîne, puisque j'en partage un par jour déjà, donc ça vous en fera plein. Ah oui, carrément. Là-dessus, clairement. Ma newsletter aussi, puisque je détaille encore plus le tips de la semaine. Donc là, vous avez un exemple, des challenges à faire, etc. Concret. Donc c'est vraiment que du concret. Moi, je suis très concret, je suis très pragmatique. C'est dis-moi comment ça marche. Voilà, moi, je le dis tout le temps à mes prestats, je dis explique-moi comment ça marche. Juste, je m'en fous. Comment tu le fais ? Dis-moi juste le point A, le point B, par où tu vas passer. Vraiment, j'ai besoin de comprendre. Et après, si je donnerais des tips, c'est faites plus attention à la manière dont vous dites les choses que ce que vous dites en tant que tel. Parce que ça a, pour moi, plus d'importance la tonalité, la posture que le fond, des fois. Et le même fond peut, en fonction de la tonalité ou de la posture, changer totalement. La deuxième chose, c'est un commercial, il a quand même beaucoup d'ego, tu vois. Et moi, je pense qu'il faut se détacher aussi. Un prospect qui te dit non, sache qu'il t'a oublié au bout de 2 minutes. Donc, détache-toi. C'est pas la fin du monde si tu te prends un rejet. Notamment sur la prospection téléphonique. Exactement. Et la troisième chose, c'est que sache que la compétence que tu es en train d'apprendre maintenant, un tips très concret, c'est la compétence qui te permettra de créer un business demain. Parce que si tu sais prospecter et si tu sais vendre et aller chercher des clients, c'est le nerf de la guerre. Tu n'as pas besoin de tout le reste. Tout le reste, c'est superficiel. C'est bien, mais c'est pas indispensable pour faire fonctionner ton business. Toi, tu as besoin de trouver des gens à qui vendre et les satisfaire. C'est tout. Oui, parce que si tu as un super produit mais que tu sais pas vendre, ça sert à rien. T'es pas avancé en fait. Oui, donc, après, si tu as un produit pourri mais que tu sais pas vendre, dans ce cas-là, tu sais pas satisfaire, donc tu comprends pas les besoins, donc tu sais pas construire un produit qui... Tu vois, en fait, tout est un peu lié. Si tu sais poser des questions et que tu sais comprendre, ça va même t'aider dans ta vie de tous les jours. Et je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Il faut pas oublier qu'on vend tous les jours. Je vends tout le temps. Bien sûr. Tout le monde vend. On vend tous. Hein. Et c'est vrai que même quand on veut se faire recruter, c'est de la vente en fait. Ah, moi je le dis tout le temps. C'est pour ça que je leur dis demandez-moi pour les entretiens. Parce que, mais en fait, sûr, tu vois, je pense que toi, c'est peut-être un sujet que tu as aussi, mais moi, les entreprises, elles me disent tout le temps, mais les commerciaux, ils sont trop forts en entretien. Et après, je sais pas comment faire pour savoir s'ils sont bons ou pas. Et je leur dis, c'est des vendeurs. Vous pouvez leur en vouloir ou pas ? Encore heureux qu'ils savent se vendre eux-mêmes. Il faut les mettre en situation. Je pense qu'il faut les mettre en situation. La mise en situation, ça ment pas. Hein. Non, la mise en situation, ça ment pas. Après, je sais qu'il y en a qui sont un peu moins bons en roleplay qu'en vrai, ou inversement. Qui sont très bons en roleplay. Oui, mais en ça vrai, donne quand même... Tu vois s'il y a une structure de vente, tu vois que c'est les questions qui sont posées, tu vois s'il y a l'OPA ou le... C'était quoi ? L'upfront contract. L'upfront contract. J'ai oublié ton truc de break-up email. Hein. Vente perdue. Vente perdue, merci. Bon, Chanel, écoute, dans ce podcast, je laisse toujours 1 minute
ou de libre antenne ou de 1 minute pour clôturer ce podcast. Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette minute? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Moi, j'aimerais bien te poser quelques questions. Vas-y. Moi, je trouve que c'est cool. T'as 1 minute. On est quand même de générations qui sont assez différentes. Totalement. Je serais curieuse un petit peu d'avoir ton point de vue sur cette nouvelle génération peut-être de coach, l'évolution que tu as pu voir toi dans la vente au fur et à mesure des années. Et voilà, et aussi le fait de voir aussi de plus en plus de femmes. Je sais que tu as accueilli Pauline, donc très bien, parce que sur tes premiers épisodes de podcast, tu mets quand même, là, tu es sur un équilibre plus féminin que masculin, donc je trouve ça vraiment cool. Et donc, j'aimerais bien un peu avoir tes retours sur ces sujets-là. Alors, je suis déjà très content de voir, et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter, qu'il y ait une nouvelle génération qui prend le relais. Parce que moi, je suis peut-être pas le meilleur vendeur, mais en tous les cas, je suis sûrement un des plus passionnés. J'adore mon métier. Quand je lis des bouquins en vacances, je ne lis jamais pendant l'année. Alors, je regarde des vidéos, mais c'est tout. Et quand je lis des bouquins en vacances, je lis que des bouquins qui sont liés à mon activité, quoi. Je lis pas de romans, je lis pas de trucs policiers, etc. C'est vraiment toujours du développement personnel ou quelque chose qui va m'être utile. Et c'est quoi tes livres préférés, tiens? Alors, celui qui est tout en haut, c'est Comment se faire des amis d'Al Carnegie. Ah, incroyable, très bon. Il n'est pas très compliqué après, système 1, système 2. Daniel Kahneman. Voilà, bon. Mais il y en a plein. J'aime bien les livres de Michael Aguilar, Vendeur d'élite, etc. T'as lu Les 4 accords Toltec? Oui, je l'ai lu. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. Il est incroyable. Voilà. Avec les liens avec la vente. Et donc, la nouvelle génération, en fait, moi, j'aime pas trop parler en génération. Tu sais, c'est comme sur LinkedIn, tu as des gens qui ont 25 ans. Moi, je fais des formations, ils n'ont même pas de profil, ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Et puis moi, j'ai 57 ans, j'ai 150 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn et je publie tous les jours et j'ai compris l'importance de ce réseau. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de fossé ou de différence générationnelle. C'est juste une façon différente de penser. Ouais. Et je suis très content de voir qu'il y a des commerciaux comme toi qui mettent en avant la vente. Et c'est un super métier, et je trouve que ce métier, il est encore plus complet que ce qu'il pouvait être il y a 20 ans. Okay. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a 20 ans, en fait, le commercial, c'était un preneur d'ordre. Il arrivait, et puis il amenait la valeur, et puis il prenait la commande. Aujourd'hui, le client, il sait tout. Donc, si tu es juste preneur de commande, ça marche pas. Donc, c'est vrai qu'il faut être un mini-chef d'entreprise. Et j'aime bien ce côté-là, moi. Voilà. Okay. Et bravo d'avoir choisi cette voie. Merci. Merci Chanel. Merci à toi, merci de m'avoir accueilli. Je suis ravie. Suivez Chanel, je mettrai. Et suivez Jean-Pascal. Oui, voilà, normalement. Qui me suivent aussi, c'est très bon conseil. Merci pour cet échange. Merci à toi. English, bye bye. Bye. Merci Chanel. Bon, cool. Ouais. C'était cool, c'était sympa.